les assoiffés, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez apporté vos chaussures de danse et votre plus belle voix, car nous allons plonger dans l'univers de la comédie musicale. Comment ça, comédie musicale ? Il ne faut pas avoir peur. On ne va pas parler de La La Land et autres gentilles joyeusetés. Faut pas déconner. On reste fidèle à notre genre préféré, vous inquiétez pas. En 1974, 2 ans après avoir été viré de son propre film, Get to Know Your Rabbit, Brian De Palma nous raconte les noirceurs du show business dans le magnifique Phantom of the Paradise. C'est qui De Palma ? Un des maîtres de son temps, tout simplement. Plutôt prolifique, alors je ne vais citer que les titres que je connais. Carrie, l'adaptation du roi Stephen, je l'aime bien, mais il ne rend pas assez justice au livre. L'excellent Scarface, le remake qui met en vedette le bel Al Pacino et une toute jeune Michelle Pfeiffer, Sœur de sang, antérieure à Fantôme, Pulsion et Blowout qui ne m'ont pas marqué plus que ça, Outrage, un drame bouleversifiant où Michael J. Fox tient tête à un Sean Penn rendu monstrueux par le contexte guerrier, et Les Incorruptibles qui racontent comment Elliot Ness a galéré pour combattre Al Capone durant la Prohibition. Rien qu'avec cet échantillon, on comprend que le bonhomme touche à tous les genres et dans l'ensemble, je trouve qu'il s'en sort très bien. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous avez vu ces autres films ? Lesquels vous me conseillez de tester ? Avec Scarface, Phantom of the Paradise est mon préféré. Il est présenté comme une relecture du Fantôme de l'opéra écrit par Gaston Leroux, mais d'autres œuvres littéraires prêtent un peu de leur âme au film. Faust de Goethe, écrivain allemand majeur du mouvement romantique du 19e, Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, je vous ai déjà dit à quel point ce mec est stylé, et Frankenstein de Mary Shelley, une des pionnières de la littérature gothique. Côté musique, on est principalement sur du rock. Et les chansons sont composées par Paul Williams, également interprète de l'antagoniste de l'histoire. Williams, âgé de 82 ans aujourd'hui, est avant tout un auteur-compositeur qui a écrit pour de grandes stars comme David Bowie. Il a prêté sa voix un peu atypique à des dessins animés et il est apparu dans plusieurs films, comme par exemple La bataille de la planète des singes ou dernièrement Baby Driver. Le personnage principal est joué par Feu William Finlay, familier avec le genre puisqu'on le retrouve dans Le crocodile de la mort et Massacre dans le train fantôme de Toby Hooper, Sabrina l'apprentie sorcière, un épisode des Contes de la crypte, ou encore Horreur dans la ville, un thriller avec Chuck Norris dont je garde un très vieux souvenir, néanmoins très sympa. Finlay était une des égéries de De Palma car on le retrouve dans 9 de ses films. Si vous connaissez le Fantôme de l'opéra, vous savez qu'il faut une belle à aimer de loin. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! C'est Jessica Harper qui s'y colle. Comme Williams, son monde premier est celui de la musique, mais après Fantôme, elle a joué dans quelques films dont Suspiria, ainsi que son remake, et tout récemment Bones and All. Je n'ose pas le regarder ce film. Peur d'être déçu par pas assez de méchants. Il y a Chalamet dedans, vous comprenez ? Enfin, il y a Gerrit Graham, un acteur au CV long comme le bras, et que j'ai découvert dans Parker Lewis, le proviseur limite sadique, c'était lui. C'est aussi le potentiel père adoptif du petit Andy dans Chucky 2. Ici, il s'éclate à jouer les divas farfelues et il donne une touche d'humour qui fait du bien dans cette triste histoire. En parlant de ça, pour le pitch, Swan est un génie pour dénicher les talents musicaux depuis l'adolescence. Il a produit son premier album à 14 ans. Il détient la maison de production Def Records où il règne en maître absolu. C'est simple. S'il applaudit pas la performance, personne n'applaudit. Il a autant de pouvoir qu'un boss de la mafia et on vient le voir pour des faveurs. Et les filles, elles lui tombent toutes dans les bras, sans effort. Le bon vieux démon des familles, ça pue à des kilomètres, sérieux. D'un coup, un gars random se met au piano et commence à performer l'air de rien. Il s'appelle Winslow Leach et Swan veut sa zik, pas le bonhomme. Il charge son second de le convaincre de lui filer sans autre sa cantate, inspirée par Faust. Who? Faust. What label's he on? T'es bien renseigné, toi. Le temps passe et pas de news de Swan. Il se fait jeter de la boîte de prod et décide d'aller direct chez Swan. Il s'y tient une audition de chanteuse et Winslow comprend que les chansons sont les siennes. Il rencontre Phoenix qu'il juge être la seule digne à les chanter. Ouais, mais c'est pas toi qui décide! Winslow se fait arrêter pour soi-disant possession de drogue et il est emprisonné. Il devient cobaye malgré lui et il laisse son dentier. Quand il apprend que ses chansons se vendent à son insu, C'est honteux! il s'enfuit et veut détruire la fabrique à disques. Il se prend la tête dans le presse-disque et est laissé pour mort.
Il ne l'est pas, mais se retrouve défiguré avec les cordes vocales bousillées. Il revient cette fois au Paradise, la salle de spectacle de Swan, se déguise et entreprend de saboter le show. Mais Swan, loin d'avoir peur de Winslow, lui fait une proposition qu'il ne pourra pas refuser. Quant à Phoenix, elle aussi revient à la charge pour tenter sa chance. Elle devient ainsi un autre objet de discorde entre Swan et Winslow, et surtout, elle découvrira que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Winslow parviendra-t-il à protéger son œuvre et sa belle? Est-ce que Swan est tout aussi puissant qu'il veut nous faire croire? Phoenix comprendra-t-elle qui veut réellement son bonheur? Je vous laisse le plaisir de la découverte. À sa sortie, Phantom n'avait pas rencontré son public et j'avoue ne pas comprendre. On a une excellente histoire, une superbe mise en scène, notamment celle de la chanson Super Like You, suivie de Life at Last, qui ouvre l'opéra rock Faust. Les acteurs sont tellement charismatiques, en particulier Paul Williams. Fictionnellement parlant, moi aussi je signe direct avec lui et je le laisse pas dormir dans la baignoire. Les personnages nous transmettent des tas d'émotions à travers leur parcours et leurs belles chansons. J'adore Beauty and the Beast dont les paroles m'inspirent beaucoup. Attention, 2 minutes de spoil, la scène où Winslow découvre que Swan a gagné les faveurs de Phoenix. Ce regard d'oiseau blessé, c'est crève-cœur. J'ai envie de dire Starfoula. Et puis le personnage de Biff qui vient rajouter tout ce sel complètement funky et délirant. Et en parlant de crever, quels sont les scores mortels? En vérité, on regarde pas Phantom pour ça, même s'il y a un petit peu de badass. Attention aux fausses notes, voici venir les spoils. Je décerne la machette de la classe à la mort de Swan. Sous contrat lui aussi, il meurt à condition qu'on détruise la vidéo où on le voit signer son pacte avec le diable. Winslow s'en est chargé et Swan apparaît sous son vrai jour monstrueux. Winslow l'achève à coups de bec, et le plus beau, le public ne comprend rien du tout et continue de fêter la représentation de Swan. C'est ce qui s'appelle être victime de son succès. T'es pas drôle, tu fais même pas rire, tu vas provoquer la colère des gens. Le katana de l'espoir revient à l'électrocution de Biff provoquée par Winslow. C'est très cartoonesque, à l'image du perso, donc rigolo. Et ces cris, on dirait que ça fait partie de la chanson. En fait, lui, si vous écoutez la BO, le public n'a rien compris encore une fois. Et ils ont pensé que c'était une mise en scène, encore. Ça représente bien son aveuglement par rapport à la réalité du show business. Il ne voit que strass et paillettes, pas le boulot acharné au mieux ou les souffrances au pire. J'attribue le couteau à beurre de la honte à la mort de Winslow. C'est pas juste, mais ce sont les termes du contrat. Quand Swan meurt, il part avec lui. Oh! J'ai le droit de vivre un peu! Il s'est sacrifié pour sauver Phoenix qui ne comprend tout que bien trop tard. Il est temps de conclure sur quelques suggestions de tout en musique. Baby Driver, que j'avais mentionné, c'est pas de la comédie musicale, mais tout est fait en musique. C'est une bande-son d'enfer, très éclectique, et un conducteur hors pair à faire pâlir tous les conducteurs des Fast and Furious. Et si vous voulez quelque chose de vraiment délire, je vous conseille Joe's Apartment. C'est du n'importe quoi, il s'agit de cafards qui chantent et qui dansent. Et puis bien sûr ils font la conversation et ils sont super drôles. Sinon côté lecture, rien à voir avec la musique ni la danse, je ne saurais que trop vous recommander les classiques littéraires dont Phantom s'inspire et que j'ai mentionné auparavant. Je vous remercie d'avoir regardé notre émission et je vous laisse avec McCoy. Rendez-vous le mois prochain avec un épisode complètement... Ciao! Bonjour et bienvenue dans ce Movies Contest spécial Gormédie musicale. En ce mois de juin et en hommage à la fête de la musique qui fait rater la moitié des épreuves du bac du 22 juin aux étudiants bourrés de la veille, on a accordé nos violons pour chanter et danser. Remercions Jack Lang pour sa création et sa joie de vivre. Mais non, je crois qu'au contraire, la politique d'ensemble du gouvernement est une politique dont la finalité principale, c'est de changer la vie. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour. » Mais qu'est-ce qui cause bien, Jack? Mais en tant que musicien, il vaut quoi?
Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Alors je vous arrête tout de suite, hein. N'allez pas croire qu'on se ramollit. Cathy vous a fait le topo, on reste dans notre domaine tout de même. Le film fantastique et horrifique. Cela dit, moi, j'ai rien contre les comédies musicales classiques, hein. Pour moi, quand la musique est bonne, ainsi que les chorégraphies, je suis partant. Ce que j'aime pas, c'est quand c'est monocorde et mou du cul. Genre Sweeney Todd. Visuellement, ça a de la gueule, hein, c'est du pur Burton. Mais écoutez, c'est typo négative un dimanche soir en hiver à bouffer des figolumous chez mamie, quoi. Moi, je veux de la niaque, je veux du jus. Comme le récent est très bon, Tic Tic Boom, avec Andrew Garfield. Ça, c'est du bon dos, ça. Sérieux, c'est sur Netflix et c'est vraiment bien. Tout le monde ou presque connaît les classiques dont les images tournent en ce moment devant vous. Mais on connaît moins quand la comédie musicale vient serrer la pince du film de genre. Certains d'entre vous doivent même se dire « Ça existe ça ?» Eh ben oui, ça existe. Il n'y en a pas 50 000, mais il y en a. Alors pendant cette chronique, j'ai prévu quelques petits extraits musicaux puisque c'est un peu le thème. Mais on ne sait jamais trop à quoi s'attendre avec YouTube, alors d'avance, pardon s'il y a des passages qui se retrouvent silencieux après examen. En comédie musicale fantastique, on a donc Sweeney Todd, que j'ai cité tout à l'heure. On a le grand classique que Cathy vient de traiter, Phantom of the Paradise, de Brian De Palma, une sorte de version contemporaine du fantôme de l'opéra dont le thème musical a été repris entre autres par le groupe Nightwish. Fantôme de l'opéra qui, je le signale, a été écrit par notre Gaston Leroux national. Cocorico, ça mérite un hommage emblématique. Il y a ensuite l'ultra-culte The Rocky Horror Picture Show, avec Tim Curry, qui fait le clown en string de cuir. Oui, ça, de ça, et ça, là, c'est le même gars. Don't have kids. On a le fun et métal, mais malheureusement pas terrible, Stage Fright, avec le défunt Meatloaf. Si, toi aussi, t'étais dans The Rocky Horror Picture Show, Meat. T'as d'ailleurs dû inspirer Jack Black dans son jeu de scène. On a la petite boutique des horreurs, avec Rick Moranis et ses soucis, avec sa plante carnivore. Hop, petit jeu de mots floral. Et bien entendu, le clip / mini-film Thriller, avec Michael Jackson, et réalisé par John Landis. J'ai oublié de le mettre dans sa filmo quand j'ai parlé de lui en février. Heureusement, quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre. Je vais citer aussi Repo, The Genetic Opera, de Darren Lynn Bousman, avec Giles, de Buffy. Pas étonnant en soi, puisque Anthony Stewart Head s'avère avoir une très jolie voix. No one knows what it's like to be the bad man. To be the sad man behind blue eyes. Moi j'ai choisi pour vous un double plaisir, une comédie musicale horrifique de Noël. C'est pas la période mais on s'en fout. On a prévu autre chose en décembre exprès à cause de Danny Sparta, un de nos followers les plus fidèles. Du coup je m'adapte. Mon choix du mois les amis se trouve à être le très cool Anna et l'Apocalypse, réalisé par John McPhail. Une bobine aussi drôle que touchante et entraînante sortie en 2017. Le pitch du film. À Little Haven, petite bourgade en Écosse, Anna, jeune étudiante au lycée, désire prendre une année sabbatique pour voyager avant de gagner l'université, ce qui plaît moyennement à son père. Son meilleur ami, John, est secrètement amoureux d'elle, même si elle n'est pas dupe. Et son ex, Nick, se révèle un bon gros lourdeau à un brin agressif. Ses amis autour d'elle galèrent eux aussi avec des problèmes personnels. Alors qu'une invasion zombie se déclare, la bande de copains va devoir dépasser ses limites afin de rejoindre leurs proches coincés dans leur école. Le tout sur des rythmes endiablés, chants et chorégraphies décoiffantes, ainsi qu'en dégommant du zombie de fort belle manière. Un film 100% délire. On en prend vraiment plein la gueule.
Anna et l'Apocalypse est le remake d'un court-métrage réalisé par Ryan McHenry, intitulé Zombie Musical. Vous remarquerez une dédicace à la fin du film à son intention, McHenry étant décédé en 2015 à l'âge de 27 ans. Et c'est toujours la faute du même enfoiré. Le réalisateur John McPhail a réalisé quelques courts-métrages avant de faire son premier long, Where Do We Go From Here, que je n'ai pas réussi à trouver. C'est con, ça a l'air sympa. Son prochain, un thriller fantastique titré Dear David, parviendra peut-être jusqu'à nous. À ne pas confondre avec Dear David, le film indonésien pour teenagers sorti sur Netflix en février. Au casting, peu d'acteurs connus, petit budget oblige. Ça les empêche pas de faire du bon boulot. Après tout, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, la comédie musicale. Faut savoir jouer, chanter, danser, c'est pas donné à tout le monde. Wolverine le fait, et c'est un mutant, c'est de la triche. Non mais sans déconner, on n'est pas tous nés avec les mêmes chances, hein. Dieu verse une goutte de talent sur quelques élus. First off, to my brother in this endeavor, Mr. Tom Hardy. Tom. Des fois, il verse une grosse goutte de pisse. C'est parti, direction le dentiste, et on fait ça illico macias. Illico macias. C'est pas comme ça qu'on dit? Mais il a dû renverser la carafe d'aptitude sur la tronche de Jackman. C'est pas possible autrement. Le mec est beau, drôle, chante, danse, excelle en acting, et il est fidèle à sa chérie, pourtant bien moins attirante que lui, mais il a choisi le cœur et le cerveau plutôt que l'apparence physique. Et pour ça, respect. Je disais donc qu'au casting, on trouve Ella Hunt, qui interprète Anna, l'héroïne titre. On a pu la voir dans les séries Cold Feet et Dickinson, et un rôle dans le remake de L'amant de Lady Chatterley de Netflix. Malcolm Cumming et Sarah Swire jouent respectivement John et Steph, tandis que Christopher Levaux interprète Chris. Je peux pas vous faire de pédigré, c'est vraiment des inconnus ou presque. Je vais pas vous sortir de vieilles pubs pour Mentos, on s'en tape. Le plus connu, c'est finalement Paul Kaye, qui incarne le proviseur. Méchant. Les Throners le connaissent en tant que Tauros de Myre dans la série HBO. Et les puristes dans un épisode de la paraît-il très chouette série anglaise Inside Number 9, dans l'épisode The Trial of Elizabeth Gage. Les compositeurs des chansons du film se nomment Roddy Hart et Tommy Riley. Le premier est leader du groupe The Lonesome Fire, dont les titres Cold City Avalanche et Bright Light Fever sont très recommandables, même si c'est pas forcément ma chope de bière, ni celle de Gizmo. Non, non. Le second a remporté le concours télévisé Orange Unsigned Act, une sorte de nouvelle star où le gagnant, ou les gagnants, si c'est un groupe, peuvent signer un contrat avec un label. Il fait une apparition dans le film en tant que claviériste lors d'un numéro chanté. C'est lui là, juste à gauche. Le duo a vraiment assuré car les différents titres du film sont tantôt entraînants, tantôt mélancoliques, mais toujours agréables à l'oreille. Il y a quelques petites références disséminées ici et là, comme un message laissé par Ash Campbell, mix de Ash Williams et Bruce Campbell, respectivement nom et prénom du personnage et l'acteur qu'il incarne dans la saga Evil Dead. Ou encore une certaine Madame Hinzman, du nom de l'acteur qui joue le zombie du cimetière qui bute Johnny dans La Nuit des Morts Vivants. They're coming to get you, Barbara. Pour résumer, Anna et l'Apocalypse, c'est un cocktail puissant de musique, de drame et de comédie. Tout ça au milieu d'une invasion de zomblards et c'est franchement kiffant. C'est pas que drôle, hein. C'est aussi une chronique adolescente qui traite de leur mal-être et de leurs soucis respectifs au moyen d'émotions véhiculées par le chant et la danse. C'en est presque poétique. Si vous avez aimé la série Glee, bah c'est ça, mais avec des morts vivants. Même si au final, il y a plus de morts dans la distribution de Glee que dans celle d'Anna et l'Apocalypse. Même si la comédie musicale, c'est pas votre came, je suis presque sûr que vous serez plus tolérant avec celle-ci qu'avec un titre classique. C'est moins ringard, on va dire. C'est toujours bien de découvrir de nouvelles choses, alors lancez-vous là-dedans, ça fout la pêche. Il y a un peu le blues, je vais pas vous mentir, il y a des passages tristes. Bon, je crois que c'est tout. Ah bah non, suis-je bête? Vous pensiez qu'on allait se quitter sans Guinique? Cage aussi a reçu un don. Lui aussi peut chanter et danser en même temps. C'est plus approximatif que Jackman, mais le cœur y est.
Allez, on se revoit en juillet, on broutera un peu de gazon.